Et vous allez voir, le niveau d'intelligence de cette IA, c'est dingue. Et alors, la boîte chinoise, elle est open source. Cela dit, elle a quand même quelques safeguards en place. Donc, par exemple, elle ne peut pas critiquer quoi que ce soit du gouvernement chinois. Les gars, après les incendies de zinzin à Los Angeles, c'est toute la twittosphère qui était à feu et à sang. Dernièrement, je me suis dit, oh là là, comment trouver de la charge positive dans tout ce marasme de news compliquées. Et je me suis dit qu'il fallait à tout prix qu'on réunisse le gang une nouvelle fois, les mousquetech, pour distiller un petit peu de bonnes nouvelles en ce début d'année. Bonjour les amis, salut Tim, salut Martin, comment ça va ? Salut Ben. Aujourd'hui, on va distiller un petit peu des bonnes infos parce que y a malgré tout des bonnes nouvelles au milieu de tout ce bruit, de tout ce noise signal qu'il y a eu dernièrement sur les réseaux sociaux. Et qui veut commencer du coup ? Qui a quelque chose d'intéressant à dire, un truc un peu positif ? Eh bien, déjà, je pense qu'on peut se parler de ce sujet. On avait déjà abordé la question dans le podcast sur l'Europe qu'on avait fait. Mais il s'avère que notre chère Ursula, la présidente de l'Union européenne aujourd'hui, a annoncé qu'on va enfin avoir la possibilité de faire des compagnies européennes et donc de s'affranchir des bordures entre pays et donc de pouvoir travailler, collaborer, recruter des gens à travers les frontières sans avoir affaire à 27 administrations séparées une par une, chacune avec ses propres obligations, ses propres lois, son propre code du travail. Là, on va enfin arriver sur un système unifié, ce qui est pratique pour des boîtes comme la mienne où typiquement il n'y a pas assez de talent dans un seul pays. Par exemple, des pixel artistes de très très haut niveau, c'est très dur à trouver que dans ton pays. Il y en a vraiment très peu. Et j'ai besoin de bosser avec des gens qui sont en Pologne, en Allemagne, au Portugal. Et donc, si j'ai moyen de tout simplement payer des salaires comme ça, c'est tellement plus simple que de devoir faire une filiale dans chaque pays. Tu vois, c'est extraordinaire cette news et ça prouve un peu à quel point il y a du bruit dernièrement sur les réseaux sociaux parce que je ne l'ai pas vu passer quasiment. Enfin, je n'ai rien vu là-dessus alors que c'est grandiose. C'est énorme qu'on arrive enfin à mettre ce genre de règles en Europe pour qu'on travaille tous ensemble main dans la main. C'est fou. Super victoire. Ouais. Complètement. Alors, à voir combien de temps ça va prendre à mettre en place, ça peut prendre 1 an, 2 ans, 5 ans, on n'en sait rien. Mais en tout cas, ça va enfin nous permettre de pouvoir devenir un géant face aux États-Unis. Et on est dans un monde de géants de toute façon. Le monde il est en train de se polariser autour de gigantesques entités. Et je pense que c'est important évidemment qu'on garde nos nations, nos États-nations et nos spécificités, mais c'est important aussi qu'il y ait des choses qui soient fluidifiées. Après tout, on a fait Schengen, ça nous permet de nous déplacer entre les pays en Europe. Il était temps qu'on puisse travailler entre Européens sans se prendre la tête, tout simplement. Je te paye un salaire et ça marche. Et il est temps qu'on en soit là. Donc ça, c'est vraiment, vraiment une super news. Et du coup, ça me fait réfléchir. Moi, ma boîte, pour l'instant, est en Angleterre, mais ça me fait réfléchir que je vais devoir faire une filiale, à mon avis, à Paris. Ce qui me permettra de travailler avec tous les gens en Europe de façon facile. Et donc voilà. Donc ouais, c'est vraiment intéressant. C'est aussi, d'ailleurs, pas que sur le fait qu'on puisse travailler, mais c'est aussi une unification des marchés financiers. Donc avec un peu de chance, on aura l'équivalent d'un Nasdaq ou d'un S&P 500 en Europe bientôt aussi. Enfin, il y a plein de choses qui sont en train d'évoluer et voilà, j'ai hâte, c'est cool, ça change. Et tout ça, c'est grâce à ce fameux Mario Draghi. Exactement. Yes. Et après, ouais. pour modérer un peu l'enthousiasme général, parce que tu as envie de casser l'ambiance. L'incroyable enthousiasme de Tim. J'écoutais récemment un ingénieur des mines qui disait que nous sommes aujourd'hui, le terme va être un peu cru, mais une sorte de pays en voie de développement en termes industriels. Et il disait qu'on n'est plus à la pointe en termes technologiques, industriels de l'humanité. Et à une époque, on vendait des sous-marins ou des centrales nucléaires. Et les pays nous ouvraient leur marché militaire ou civil en nous disant bah, « Ok, mais vous allez aussi nous donner des brevets, etc. Comme ça, on va pouvoir aussi nous se développer. » Il nous disait on est, nous maintenant, Européens, passés de ce côté-là. C'est-à-dire que dans les années à venir, on va être contraint d'ouvrir nos marchés en échange de technologies qu'on ne développe plus chez nous. Alors, je parle même pas de l'IA, hein, je parle des technologies d'industrie, des technologies de pointe, etc. Et ce qu'il disait m'a pas mal choqué. Et il disait aussi un truc, il dit quand même on va avoir ces technologies, on va ouvrir nos marchés, on va nous-mêmes avoir... faire comme fait le Brésil, comme a fait la Chine avec nous, c'est-à-dire siphonner nos technologies puis ouvrir leurs propres usines. Il disait le problème en plus qu'on a, c'est que nous, une usine,
elle est 20% moins efficace que si tu l'implantes, ne serait-ce qu'aux États-Unis ou en Chine. Et pourquoi? Parce que, et c'est Eric Schmidt qui le disait aussi, parce que le coût de l'énergie en Europe, il a explosé et c'est le cauchemar. Je vous donne une métrique un peu relou. En fait, il faut comprendre que le gaz de schiste qu'on achète aux US, parce qu'on n'achète plus le gaz russe, il leur coûte $6 le kilowattheure aux États-Unis quand tu l'utilises. Nous, ça nous revient à $60 parce que les Américains nous facturent $40, ces fils. Et en plus, à cause des taxes et des régulations en Europe, on rajoute $20 de plus, taxes carbone, taxes, etc. Taxes. Le mégawattheure de gaz aux États-Unis coûte 6 à 7 euros. Arrivé en Europe, il coûte 40 euros. Il ne peut pas être mis dans les tuyaux sans qu'on le taxe du quota de CO2. C'est-à-dire que pour la molécule de gaz ou la quantité d'énergie, vous arrivez à 65 euros par mégawattheure. Avant transport, avant distribution, avant taxe. Vous avez un rapport sur le gaz de 1 à 10 entre les États-Unis. Le seul truc qui peut nous sauver, c'est si encore une fois, si on rouvre à mort du nucléaire et qu'on dit, c'est ce que disait l'ingénieur des mines, on fait un prix pour les industriels et pour ceux qui développent des nouvelles technologies qui est très bas et en fait, on alloue par exemple 20% du parc nucléaire à ces industriels. Afin qu'ils aient accès à une énergie qui est compétitive par rapport aux États-Unis et à la Chine, tu vois. Bah, peut-être qu'il va y avoir un sursaut, peut-être qu'on va le faire. Regarde, Mario Draghi a fait ces remarques-là. Finalement, assez rapidement, les choses se sont mises un peu en branle. Peut-être que toutes ces limitations-là, on va s'en rendre compte assez vite que ça nous coûte trop cher d'utiliser l'énergie des autres et que voilà, on va remettre les choses en place vite. Donc peut-être que pendant les 10 prochaines années, on va être un peu nul, mais si on arrive à se solidifier et à bien se développer tous ensemble, ça devrait être stylé, j'imagine. Je suis optimiste. Je suis optimiste aussi, mais je dirais que on n'a pas 10 ans à attendre, parce que là, les 10 ans qui sont en train de se jouer, elles sont clés. Bah, je dis 10 ans parce que construire des centrales et ouvrir autant de centrales, ça doit prendre un paquet de temps sur le papier. Ouais, mais par exemple les Américains qui là justement, Trump vient d'arriver au pouvoir, forcément il y a pas mal de nouvelles politiques qui sont assez intéressantes. L'une d'elles c'est de doubler la quantité d'énergie produite par les États-Unis. Et évidemment long terme le but c'est de faire beaucoup de centrales nucléaires, mais en attendant ils vont pas attendre. En attendant ça va être du gaz, ça va être des fossiles fuels, d'énergie fossile pardon. Et du coup je sais pas si nous on peut se permettre d'attendre parce que le premier qui a l'IA débloque tout en fait. Enfin, faut savoir que le moment où tu rajoutes des centaines de millions d'intelligences artificielles, donc d'esprits qui peuvent travailler sur tes problèmes dans ton pays, tu bouffes le monde. Tu bouffes le monde en je sais pas, tout ce qui est médical, qu'est-ce qui se passe si les États-Unis par exemple arrivent à ce stade-là avant tout le monde et bouffent le monde? Qu'est-ce qui se passe du coup c'est ce que je décris, c'est qu'aujourd'hui c'est déjà le cas. Nos marchés civils, ils sont ouverts aux géants américains, à Apple, Facebook, enfin Meta, X, toutes ces plateformes-là. Ils viennent faire de l'argent sur nos marchés. On leur casse les pieds un peu avec notre régulation très européenne qui est pas du tout compatible, surtout en ce moment avec ce qui se passe en termes de free speech et tu vois, on n'a pas la même vision du free speech en Europe qu'aux États-Unis qui ont le premier amendement, etc. Bon, enfin, peut-être pas, ça ferait un épisode si on parlait dessus, mais ce qui va se passer, c'est que là où, enfin, ça m'a un peu ouvert les yeux, ce mec des mines, je vais vous retrouver son nom d'ailleurs, qui disait ça, c'est que je pense on va quand même devoir jouer le jeu on vous ouvre nos marchés, en contrepartie, les serveurs ils sont chez nous, les données elles sont chez nous, on les comprend, on veut avoir accès d'une certaine manière à vos technologies pour pouvoir s'en servir par nous-mêmes pour développer aussi nos propres services, nos propres industries, etc. Je pense qu'on risque de se retrouver, on est déjà vassalisé, et ça risque de s'empirer, malheureusement. Donc ça c'est pas très très charge positive, j'avoue, mais on risque de devoir non mais t'as raison que, enfin,
Après, on a Pour des être super optimiste, boîtes, hein, comme on en ouais. parlait la dernière fois, hein, en Europe, comme Ouais. ASML et tout. Mais T'as raison que de toute façon, si on veut avoir confiance dans le futur, il faut d'abord diagnostiquer tout ce qui va pas pour qu'on le corrige et qu'on améliore tout ça et qu'on aille là où il faut, tu vois. Donc, le but de ce podcast, je pense que c'est pas d'être positif de façon aveugle, tu vois. Il faut qu'on regarde les problèmes en face, justement. Et donc, ça fait partie pour moi de l'exercice. Donc, ouais, ne t'en veux pas de rapporter des news comme ça. Mais ouais, je suis d'accord avec toi on a un retard industriel et technologique. Et c'est vrai qu'un courant de fond que j'entends beaucoup en France, c'est que par exemple, beaucoup d'industriels qui travaillent justement, beaucoup de fournisseurs qui créent juste une pièce, par exemple, comme, je sais pas, certaines pièces pneumatiques ou des choses comme ça, pour je sais pas, des constructeurs automobiles. Souvent, ce sont les derniers en France. Souvent, c'est le dernier qui fait telle pièce ou tel composant ou tel système. Et c'est souvent ça. C'est-à-dire qu'en France, souvent, il reste une boîte qui sait faire ça. Et c'est la dernière. Et il y a un petit peu ce côté, un peu comme certains jobs au Japon, vous savez, où il reste le dernier mec qui fait de la sauce soja d'une certaine façon, le dernier mec qui fait de l'encre d'une certaine façon. Les néons à Hong Kong, il y a tout un Voilà, truc là-dessus. les néons d'Hong Kong. On sent qu'il y a une sorte de disparition de certains savoir-faire et ça fait un peu flipper, alors que c'est vrai que l'Europe est un peu dans cet état d'esprit de décroissance et qu'il faut le combattre, qu'il faut réaccélérer au contraire. Parce que eux, les États-Unis, ils sont en mode accélération. Là, ils passent la deuxième, la troisième et la quatrième d'un coup. C'est juste hallucinant. Ils en ont plus rien à foutre. Ils sont en mode, il faut qu'on trace parce qu'ils ne veulent surtout pas laisser la place à la Chine. Ils veulent surtout pas que la Chine soit la puissance qui contrôle le monde avec un soft power hallucinant via l'IA. Et ils se disent, il faut qu'on gagne. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils lancent le fameux projet Stargate. Donc vous avez entendu parler. Pour moi, c'est probablement la plus grosse news depuis le dernier podcast. Mais le projet Stargate, c'est un projet qui rassemble pas mal de boîtes, pas mal de très très gros investisseurs. C'est un projet à 500 milliards. Alors, il faut bien se rendre compte de l'ordre de grandeur. 500 milliards, c'est plus que le projet Manhattan à l'époque pour faire la bombe atomique, combiné avec le lancement sur la Lune. Voilà. Okay. Et, tout ça, si tu prends tous ces dollars de l'époque et que tu les ajustes avec l'inflation, on arrive à peu près à 500 milliards. Donc, c'est vraiment le plus gros projet que les États-Unis ont jamais pris. 500 milliards, c'est complètement hallucinant. Et ce projet Stargate, que vous comprenez bien ce que c'est... Le but, c'est d'ouvrir 5 Stargates. Chaque Stargate est un gigantesque data center. Un data center qui est tellement énorme que chacun de ces data centers, chaque Stargate, coûtera 6 mégawatts de puissance. Une centrale nucléaire, en moyenne, c'est 2 mégawatts. Donc il faudrait 3 centrales nucléaires par Stargate. Et il y en a 5. C'est pas gigawatts plutôt, Tim? Gigawatts, pardon. Je dois confondre les valeurs, excuse-moi. Et donc, c'est assez hallucinant l'ambition du projet et la puissance qu'ils mettent derrière. C'est-à-dire que les États-Unis se disent, ok, il faut qu'on y mette la sauce, quoi. Et quand on y pense, ça paraît dingue, mais en vrai, il y a quoi? Il y a 400 000 Américains, un truc comme ça, 400 millions d'Américains, pardon. Donc, 400 milliards, 500 milliards, ça fait 1000 balles par Américain. 1000 balles par Américain, ça me paraît rentable si derrière, c'est eux qui pilotent l'IA mondiale, si c'est eux qui détiennent tout ça. Donc, on le voit bien entre l'économie européenne et l'économie états-unienne depuis 30 ans. Ce qui s'est passé, c'est que les États-Unis ont développé toute la technologie, les ordinateurs, les OS, Internet, les smartphones, tout ça, c'est eux. Et donc, nous, on a décroché technologiquement par rapport à eux, on a loupé ce pan de l'économie en grosse partie, d'où le décrochage entre les économies européennes et américaines. J'ai peur qu'ils en rajoutent encore un nouveau layer maintenant avec l'IA qui arrive par-dessus et que nous, on arrive à nouveau à louper une nouvelle marche et que eux, par contre, la prennent. Mais comme tu le disais un peu tout à l'heure, là c'est un peu la dernière course. Celui qui remporte cette course-là à l'IA remporte le monde quasiment, en gros. Ouais. Donc, et nous, vu qu'on est déjà hors compète, on peut se dire, à quoi bon lutter, quoi. Déjà entre la Chine et les States, on est genre pas en très bonne position, et là en plus ils nous mettent ça dans la tronche, on est finito. Et donc du coup, est-ce que la seule solution, c'est pas, au lieu de justement tenter de chacun faire le truc de son côté, pourquoi on s'allie pas tous ensemble? Tu vois, je me dis, pourquoi il y a cette course à l'IA, pourquoi on veut tous le faire en premier, et pourquoi on veut pas juste le faire ensemble? Tu vois, ça paraît un peu Benjamin naïf, Benjamin niais. C'est pas Benjamin Code, c'est Benjamin con. Mais l'idée, ouais, c'est genre, vas-y, là, c'est Benjamin communiste, là. Non, c'est Benjamin Com. Non, pas Benjamin Com. Non, mais l'idée, c'est genre...
Si c'est la dernière course, si vraiment après une fois que les IA sont en place, c'est Parce que le monde va malheureusement changer forever. Pourquoi on le fait pas tous ensemble, tu vois, genre pour qu'on le fasse bien, quoi, tu vois. Mais parce que c'est en le faisant pas tous ensemble que tu le fais bien. Oui, parce qu'on n'a pas les mêmes valeurs. Ouais. Une IA développée sur des valeurs russes n'aurait pas les mêmes valeurs qu'une IA américaine ou européenne. Ouais. Donc voilà, et on voit même au sein des États-Unis, il peut y avoir des IA par exemple plus ou moins libérales ou plus ou moins woke ou plus ou moins selon les différentes affinités des rechercheurs derrière, selon qu'ils aient un conseil de sécurité derrière. Enfin, ça dépend. Donc la façon dont on calibre l'IA, la façon dont on la règle, dépend vachement de la culture dans laquelle cette IA est née. Et de la data qu'on lui a donnée, de la data qu'on lui a pas donnée, justement, donc de la sélection de la data qu'on a fait. Un exemple de ça, par exemple, c'est intéressant, c'est que ce que tu dis, par contre, c'est vrai que moi, je pense pas qu'on est finito, et je pense qu'on a un retard terrible, et c'est pas on a vraiment beaucoup de travail devant nous, il faudrait qu'on ait un vrai changement culturel et d'état d'esprit. Vous avez vu ce qu'il a dit, Eric Schmidt, là-dessus? Non. L'ex-PDG de Google, il avait fait quelques takes sur l'UE et sur l'IA, et enfin... Il dit comme nous, quoi. Il dit, les gars, votre réglementation qui régule les innovations avant qu'elles arrivent, c'est complètement débile. Vous tirez une balle dans le pied. Votre coût de l'énergie, il est exorbitant. Et l'IA, c'est que du calcul, c'est de l'énergie à balle. Il dit, vous êtes finito. Et je crois qu'il est un peu bitter parce qu'il a fait des investissements en Europe là-dedans et que du coup rappelle-toi, qui est Eric Schmidt? L'ex-PDG de Google. Ouais, donc évidemment c'est un Américain et comme tout Américain, forcément il va, enfin, il y a presque un intérêt pour lui, si tu veux, de décourager les autres, tu vois, de leur dire c'est même pas la peine d'y aller. Non, au contraire, il nous dit la France devrait jouer son rôle et plaider contre la réglementation pour favoriser l'innovation. Alors c'est le cas. Il faut savoir que la France vient justement de demander à l'Europe de retirer l'AI Act, enfin en tout cas de le diminuer son scope, de déréguler, voilà, c'est ça que je voulais dire, pardon. C'est-à-dire qu'en Europe on a un AI Act, vous pouvez le lire d'ailleurs, c'est assez intéressant, qui cherche justement à réguler et à prévenir tous les mauvais usages de l'IA en avance, par exemple la reconnaissance faciale dans la rue, par les caméras, des choses comme ça. Ça c'est un usage, enfin c'est une des régulations qui est en cours par exemple. Mais le problème de cet AI Act par exemple, c'est que il est impossible de déployer un modèle en Europe sans fournir d'abord un énorme dossier de 1000 pages qui expliquerait toutes les mesures qu'on aurait prises pour empêcher l'IA de partir en couille, de dire quelque chose qui serait déplaisant ou quelque chose qui serait pas politiquement correct. Enfin, il faut d'abord en fait soumettre son IA au gouvernement qui ensuite seulement mettrait un tampon et te dirait ok c'est bon tu peux la sortir. Ce qui évidemment est pas le cas dans le reste du monde. Et donc, d'ailleurs, Trump vient de faire l'inverse, lui, un de ses executive orders, là, depuis qu'il est président, qu'il a signé dans les 24 heures de sa présidence, c'était de enlever les actes que Biden venait de passer. Donc, justement, eux, ils avaient un AI Act aussi pour essayer de contrôler, de réguler l'IA en avance, et ça vient d'être arraché comme ça. Donc maintenant, les ricains font ce qu'ils veulent, n'importe quel modèle d'IA peut sortir. Et ce que je trouve assez simple, pour l'instant, l'IA n'est pas encore dangereuse, donc peut-être que dans 6 mois, 1 an, il faudra réguler, mais pour l'instant, ça va. Pour l'instant, c'est des assistants, c'est pas encore extrêmement dangereux. À voir. Donc, en tout cas, la France a demandé ça à l'Europe. Donc, c'est quelque chose c'est quelque chose, je pense, qui a une prise de conscience qui est en train de se faire. Après, c'est vrai qu'il nous manque encore cette culture de se dire, bon, il faut vraiment qu'on prenne notre place là, parce que tout le monde parle d'IA en Europe en disant, ouais, il faut que l'Europe soit un leader mondial et tout, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas le terreau, on n'a pas créé ça pour permettre... Mais on a Mistral, vite fait. On n'a pas de fonds, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'investissement. Les US, on est à 1000 années-lumière d'avoir suffisamment de fonds à mettre là-dedans. L'énergie coûte trop cher. Enfin, notre setup, il est broken de fou. Et donc ça, il faut quand même bien le comprendre, c'est que on l'aura pas. Ce que va se passer, c'est qu'on va beg, on va demander aux autres pays de nous aider à nous mettre à jour sur ces technologies. Je vois pas comment. Et Mistral, c'est très bien. Ils sont très agiles. Mistral sont en retard. Mais Mistral, depuis quelques mois, ils sont du retard. Mais voilà. Oui, mais alors, j'ai une question. Vas-y.
Vas-y Ben. Vu que ça va coûter si cher aux contribuables américains, 500 Non, milliards. c'est pas le contribuable. Ah, c'est Non, pas c'est les boîtes c'est privées. Ok. SoftBank qui paye, mais que c'est les investisseurs. Bon, quand bien même ma question reste quand même valide, j'allais vous dire comment l'État marketing ça pour motiver et pour faire comprendre aux citoyens qu'il y a autant de thunes qui va être investies dans ce projet-là. Et Bah, l'État, est-ce il va que- est-ce rien que avoir là-dedans. Non mais je sais, non mais c'était dans l'idée que Oui. c'était des thunes du gouvernement, enfin c'était des thunes Pardon, du alors. gouvernement qui finançaient ça. Mais ce que j'entends par là, c'est quelle est la promesse derrière ce simple. giga pool de data center et ce gros projet d'envergure? Est-ce qu'on promet aux gens que du coup ils vont être nourris, logés, blanchis gratuitement grâce à la puissance de l'IA, etc. Un truc qui te fait rêver un peu? Ou comment on justifie ce projet gargantuesque? T'as raison, il manque aujourd'hui, je pense, un discours pour convaincre les foules que c'est un vrai chantier d'envergure qu'il faut entreprendre. Parce que là, les gens, ils voient l'IA comme une menace aujourd'hui, ils voient l'IA comme quelque chose qui est dangereux, qui est risqué, qui est un truc de tech bro américain, et ils ont du mal à comprendre que l'IA, c'est aussi potentiellement la fin du cancer, la fin de toutes les maladies, des vaccins contre, j'en sais rien, bah justement le cancer, c'est la fin des maladies cardiovasculaires, c'est la possibilité de faire des nouveaux organes, c'est la possibilité de faire de tout en fait. On peut L'accès aux absolument- soins gratuits, limités, c'est C'est l'accès ça, c'est aux l'abondance docteurs. totale en fait. C'est-à-dire qu'il y a moyen de vivre 10 fois plus riche qu'aujourd'hui. Chacun d'entre nous, comme nous tous, déjà, on vit déjà 10 fois plus riche que nos ancêtres il y a 300 ans. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que ça va nous débloquer des capacités de civilisation complètement folles. Mais, C'est dur à transmettre comme idée ça à quelqu'un qui n'est pas technophile ou quoi que ce soit. Même nous, c'est un peu Bien difficile sûr. à imaginer. Donc du coup, c'est ça, je me dis, putain, c'est le projet Mais est c'est comme- d'envergure, mais waouh, faut le regarde vendre, quoi. Internet. Si Internet, on devait l'expliquer dans les années 90 aux gens, on leur disait, ouais, un jour, tu appelleras ta grand-mère via Internet. Ou là, ce qu'on fait en live, on Ouais. fait un podcast, on est à 3 à travers le monde. On peut collaborer, on peut travailler à distance, on peut rencontrer des gens, on peut écouter la musique à l'infini, on peut mater des films, ça changera toutes les industries créatives. Voilà, Internet a absolument tout changé. Vous voulez un C'était assez dur à exemple expliquer à l'époque. d'une application de l'IA là, cool. Ouais, absolument. En gros, il y a un pilote qui a été lancé au Nigeria. Ouais. Ah, je voulais en Qui- parler. Tu me chopes, tu m'enlèves le verre de la bouche. Le verre de terre. Comme un vas-y, oisillon. parle-en alors. À moins qu'on parle de la même chose. Qu'on parle Bah, pas de la en même gros, chose. c'est un tuteur virtuel pour apprendre l'anglais. Ouais, Et ouais, le tuteur, euh, ouais, c'est ça. C'est ça dont je voulais parler. c'est une des premières études qui a été faite, tu vois, de tests d'apprentissage via tuteur virtuel. Et les résultats semblent très très concluants. Il Avec n'y a pas eu encore d'études exactes, très, enfin, c'est un peu empirique, la manière dont on dit que c'est concluant pour l'instant, parce qu'il n'y a pas eu encore eu une étude très très bien approfondie pour souligner les résultats. Mais en tout cas, juste à la louche comme ça, on a vraiment l'impression que les gens sont beaucoup plus forts, ils ont des meilleurs résultats à l'école et tout. Il y a toujours un prof qui encadre, qui est là, mais par contre tous les élèves ont accès à un prof particulier au-dessus de leur épaule, sous forme d'une IA, quoi. Et apparemment ça fait de la magie, quoi. Maintenant, je te dirais, oui, tu me sors cet exemple qui est beau, qui fait pleurer, etc. Mais dans un monde avec des IA de zinzin, qu'est-ce que tu as besoin d'aller à l'école et d'apprendre à parler une langue ou d'autres langues quand tu as toutes les IA qui font tout pour toi? Eh ben, je pense qu'on appréciera toujours plus un humain qui sait parler ta langue que quelqu'un qui utilise une IA pour traduire ça. Donc, si tu vois quelqu'un qui a fait l'effort manuellement d'apprendre le français, par exemple, Ouais. Et qui vient dans notre pays en tant que touriste et il sait parler français lui-même, on dira waouh, impressionnant. Ça, je me le demandais. Comme j'ai beaucoup voyagé dernièrement dans les pays asiatiques et tout, je me suis dit, est-ce que prochainement, cette barrière de la langue va pas complètement s'envoler? Parce que là, avec un petit dispositif que tu donnes à l'autre, tu seras traduit en temps réel. Donc je me dis, est-ce que ça va faire sens? Est-ce que ça va avoir du sens d'apprendre finalement d'autres langues? Finalement, tu apprends la langue que tu veux pour le reste de ta vie. De toute façon, tout le monde sera auto-traduit dans tous les sens. Je me posais vraiment cette question, honnêtement. Bah, moi, je dirais par exemple, regarde, quand la calculatrice on l'a inventée, ça ne nous a pas fait arrêter de faire des maths. Tu vois, c'est juste que, au contraire, on a fait des maths de plus en plus complexes et aujourd'hui, on a des milliards d'opérations par seconde sur nos machines pour Ouais. nous permettre de communiquer à distance. Donc, les maths, on en fait et après, ça dépend de vos boulots, tu vois. Mais toi, t'es programmeur, Ben, j'imagine que tu dois faire quelques maths quand même en CSS pour faire tes interactions, pour faire tes petits effets un peu stylés. Jadis. Oui, mais quand je dis des maths, c'est pas des maths que tu fais de tête, mais en tout cas, tu manipules des machines pour qu'elles fassent les maths pour toi.
Et donc, je pense que la capacité pour nous de pouvoir parler sans langage, ça nous permet de voyager dans des pays qu'on n'aurait pas imaginé avant, qui auraient été très compliqués à aller visiter auparavant. Et aujourd'hui, on peut y aller, on peut peut-être avoir des vraies conversations plus profondes avec des gens qui n'étaient pas vraiment possibles avant. Donc, je pense pas que ça va enlever à l'humanité, je pense que ça va ajouter et que peut-être même ça peut nous aider à mieux apprendre les langages aussi. Moi, je pense pas que ça va en enlever. Hein. Justement, mais juste, je Ouais. me dis, l'intérêt vraiment d'apprendre notre langage, je sais pas si vraiment ils arrivent à faire un dispositif très discret que tu peux avoir sur toi H24 qui te traduit tout instantanément et tout. Bon, bah, même si t'es dans un couple bilingue, tu parles à ta meuf en français, elle entend en espagnol et boum boum et basta, quoi. Tu vois, c'est. Mhm. Je, Et je- C'est sûr que un c'est exemple pas intéressant, possible, tu vois, c'est mais on en revient, enfin souvent on a l'impression que l'IA enlèvera toute place à l'humain, enfin en tout cas, ou enlèvera le goût de l'effort. Mais j'ai un contre-exemple assez intéressant, tu vois. Si tu regardes les échecs, depuis Deep Blue dans les Ouais. années 80-90, d'IBM, qui donc bat Kasparov et devient donc le meilleur joueur du monde, devient un robot, devient un ordinateur, et littéralement imbattable. Euh, on aurait pu penser que c'était la fin des échecs. On se Oui, dit, c'est bon, vrai. bah, en tant que sport, ça y est, c'est réglé. Et pourtant, les échecs ont jamais été aussi populaires qu'aujourd'hui. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, aucun humain ne peut battre un algorithme. Hein. C'est absolument impossible de battre un algorithme aux échecs. Mais c'est vrai qu'il continue d'y avoir des joutes, il y a toujours des Voilà. héros, héros humains et tout, on s'en fout, quoi. C'est vrai, c'est une bonne Donc, analogie. je pense que ce qui nous intéresse, c'est pas la performance en soi, parce que voilà, on voit une voiture rouler à 100 km/h, ça nous impressionne pas. Bon, bah ça roule, ok. Mais voir un humain courir à 35 km/h, ça c'est fou. Quand on voit Usain Bolt qui trace, là on hallucine. Je pense qu'on sera toujours fasciné par ce que l'humain sait faire, par ses capacités et par les autres humains. Donc je pense que le capital social, la capacité à faire des choses impressionnantes pour les autres humains, la capacité à produire de la pensée intéressante, ça restera toujours là, surtout quand ça sort d'un cerveau humain. Je sais pas vous, mais moi, les images faites par IA, par exemple, ça me fascine et en même temps, ça m'ennuie assez vite. C'est-à-dire que je suis fasciné par ça et en même temps, je dis bon, ok, next. Parce que c'est pas fait par un humain, tu vois. Par contre, quand tu vas dans un musée et que tu vois une peinture qui a été faite il y a 300 ans, bah, ça calme. Tu vois, tu restes devant, tu dis wow, ok, il y a un mec qui a fait ça pendant 1 an de sa vie, il a peint ce truc-là, quoi. oui, et puis là, vous débattez aussi d'un truc qui est, enfin, selon moi, c'est pas ça l'intérêt de l'IA, c'est pas intéressant de remplacer les humains sur des tâches Mhm. qui d'ailleurs, bon, la plupart du temps sont rébarbatives et très très chiantes. Mais c'est surtout l'IA, ce qu'elle va faire, que l'humain n'a Ne pas fait réussi pas. à faire, ne sait Mhm. pas faire, etc. Et c'est d'ailleurs l'annonce qu'a fait Altman, associé au lancement de son projet de Stargate. Il a dit on va soigner toutes les maladies. Very fast. Brace Mhm. yourself. Ça va arriver très très vite. Et ça, ben, il y a que l'IA qui peut le faire. Ouais. Je parle d'un autre truc que font les IA. Il y a Nvidia, ils ont développé un environnement virtuel qui s'appelle Isaac, qui en fait recrée un environnement du monde réel, mais pour faire des simulations de robots. Et ils utilisent un autre programme pour contrôler les robots dans Isaac, qui s'appelle Hoover, qui est un contrôleur neuronal polyvalent. Je comprends pas du tout comment ça marche, je vais pas vous mentir. Mais ça permet de faire quoi? Ça permet dans Isaac de, de dropper 10 000 robots et de les faire s'entraîner à jouer au foot, à marcher, à récupérer des objets, etc. Pour que le contrôleur neuronal adapte le cerveau moteur parfaitement pour que le robot ait les gestes les plus fluides, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que en 1 minute de temps, ils entraînent les robots pendant 10 ans. Un peu comme dans Dragon Ball Z, etc. Ça, typiquement, c'est des trucs qui n'existent pas dans le monde réel, tu vois. Tu peux pas Ouais, le faire, tu vois. il speedrun l'évolution, c'est hallucinant. Voilà. Et donc, du coup, ça permet d'entraîner les robots et de parfaire leur intelligence artificielle qui permet de contrôler les gestes, etc., pour qu'ils soient les plus naturels possibles. Tu vois, nous, tout ce qu'on fait, c'est par réflexe, tu vois. Genre, marcher, c'est une chute permanente. C'est extrêmement compliqué, surtout quand t'es bipède comme nous, tu vois. Et donc, c'est plein de micro-réflexes, de micro-tendons qui réagissent en temps réel et ton cerveau, il a même pas à le réfléchir parce que s'il devait le réfléchir, tu pèterais un câble, tu vois, tu y arriverais pas. Et ben, ça, je sais pas moi, 300, 500 millions d'années d'évolution. Et ben ça, l'IA, elle te le speedrun. Elle peut te le speedrun, tu vois.
dans des comment ça s'appelle là, dans Dragon Ball Z là, la salle La salle d'esprit et du temps. ben voilà, mais c'est la même chose, tu vois. Sauf qu'en plus tu mets pas qu'un seul robot, en plus t'en mets 10 000, tu vois. Mais c'est le truc de Matrix, là, elle se branche maintenant, elle se branche le truc là, à l'arrière du crâne, là, elle s'injecte le knowledge, et en 10 minutes, c'est des produits kung Et fu. c'est pas ça. Là, c'est créer le knowledge. Créer C'est-à-dire le que knowledge. t'as besoin de faire tester le robot 1000 fois, de marcher, de trucs, de tomber, pour comprendre pourquoi il tombe, comment il tombe. Et là, ce robot, lui, il a fait une petite erreur, il a fait ça comme ça, mais en fait, c'est bien, donc ça, on le garde, etc., etc. Tu sais, c'est de la sélection. Et ça, ils peuvent te le faire, tu vois, avec des IA et avec beaucoup, beaucoup d'électricité. Euh, Quel monde vers lequel on se dirige, c'est vertigineux. Je sais pas pour un vous. peu. Moi, moi, en tant que tech optimiste, je regarde ça avec des yeux enthousiastes. Mais je suis un peu dans l'attente, je suis en mode, bon, en fait, dans une échelle très courte, d'ici 5-10 ans, il y a tout qui va tellement changer que comment faire des prédictions dans ce monde, comment avoir une vision à court, moyen terme dans le futur de qui on sera, de ce qu'on va faire, quelle sera notre entité, notre rôle, notre purpose. C'est vraiment un peu galère dernièrement, je trouve. Tu as raison, c'est normal, mais c'est normal de se sentir un peu paumé et tout, et tu sais, regarde, j'ai beau lire des dizaines de bouquins comme ça, Ah, ça y est, bah non. tu vois, sur le sujet, de tous les mecs de DeepMind, de machin et tout, et franchement, ce que je vois, c'est que personne n'a la réponse. Ouais. Mais vraiment, t'as beau tout lire, personne n'a une réponse définitive de tout ça, tu vois. Et c'est... on est un peu là dans des rapides, tu vois. On est sur nos barques, on est dans des rapides, et c'est assez galère de choisir la direction où on va, tu vois. Mais ce qui est sûr, c'est que il faut qu'on soit acteur de ça. On peut pas juste être passif, sinon on va se retrouver relégué derrière et, euh, Mais et ça même marchera ça, pas. même ce concept, il est horrible. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, il va y avoir un perdant dans toute cette histoire. Il va y avoir quelqu'un qui sera relégué derrière. Donc, Je dirais pas qu'on sera Martin, perdant je te parce vois que faire la tête, mais Tim vient de dire, il faut pas qu'on soit relégué derrière. Mais si on veut pas louper cette économie-là, il ouais, faut pas qu'on soit derrière. Mais après, même si c'est les US qui sont premiers, ce qui a de grandes chances d'arriver, on en bénéficiera parce que ce sont des alliés et qu'on bénéficiera de tous les progrès de l'IA. Donc s'il y a des nouveaux médicaments, etc., bah, on les aura en Europe, très bien. Mais c'est juste que du coup, ce sera pas nous qui en bénéficierons en premier, déjà, et puis on n'aura pas le contrôle sur l'évolution de ça. Et, euh, et voilà, ça peut être un bien ou un mal, j'en sais rien, mais le fait est que ce sera pas dans nos mains. Et je pense que là, ce qui se passe, c'est vraiment historique. C'est peut-être un des moments les plus importants pour l'histoire de l'humanité, ce qui est en train de se jouer maintenant. oui. La naissance de l'IA et bientôt de l'AGI, donc l'IA générale qui peut littéralement résoudre n'importe quel problème, même un problème à laquelle elle n'a pas été exposée. Puis l'IA agentique, donc celle qui est capable d'interagir dans le vrai monde. Par exemple, on pourrait mettre 1000 agents d'IA avec des browsers, leur donner un compte en banque et leur dire, allez-y, générez des millions, faites quelque chose, créez de la valeur. C'est des choses qui arrivent là, dans les 3 ans à venir. Et C'est ce que fait l'IA dans le bouquin là, Life 3.0 là. Ouais, Je ouais. sais plus comment elle s'appelle, mais elle s'échappe, elle fait des business, elle crée des médias, elle fait du contenu et en fait Ouais. elle se En se faisant régale. passer en cachant que c'est pas une IA et que c'est des humains. C'est-à-dire qu'elle recrute des humains, leur donne des bullshit jobs pour qu'ils aient Mais l'impression ça que... enfin c'est très peu probable quoi. Oui, oui. Moi, je Ouais, c'est pense le pas dark que... scénario, c'est le Bah, oui, c'est de la fantasy, tu oui. vois. Tu vois, c'est Black Mirror, quoi. Enfin, Et ça, Là, je suis on en a d'accord. déjà c'est parlé, beau, Black c'est Mirror, vraiment ça me beau. saoule, tous ces trucs-là, c'est toujours la On est d'accord. fantasy dans le On est côté d'accord. le plus sombre, le plus noir. Mais simplement, c'est vrai que bon, ces scénarios existent quand même malgré tout. Et moi, j'ai l'impression d'être un peu une autruche, de me dire, bon, non, ces scénarios, c'est les scénarios les plus dark, ils arriveront pas. Et de me dire, forcément, on va faire un truc bien et tout. Mais comme vous dites, si c'est l'Amérique qui gagne, l'IA, elle ressemblera à ça. Si c'est la Chine qui gagne, elle ressemblera à ça. Au final, si l'IA, elle ressemble à un truc qui pue de la gueule, ben, Non, mais ce qui est important, c'est que l'IA, c'est chiant. elle soit qu'il n'y en ait pas qu'une, qu'elle soit pas contrôlée par des entités type État. Donc la Chine, D'accord. c'est un peu relou. Les États-Unis, bon, je vais passer pour un conspirationniste de merde, mais je m'en fous parce que j'ai dans mon camp, hein, j'ai Zuckerberg, Andreessen et plein d'autres. Mais il m'a quand même semblé un petit peu que l'administration Biden a
en plus d'avoir essayé d'essayer d'avoir la main mise sur les gros réseaux sociaux via de la modération et de la censure, a aussi bien cassé les pieds aux boîtes AI pour dire l'IA, on veut que ce soit contrôlé par l'État. Ah oui, Et ça, c'est vraiment un truc des démocrates. Et en vrai, je suis en train de me demander si c'est pas ça qui leur a coûté leur mais putain bien sûr. d'élection. Bien sûr, Euh, t'as raison. C'est ce qui fait que toute la tech et tous les grands leaders de la tech américaine se sont ralliés derrière les républicains, c'est parce que les démocrates sont devenus technophobes. C'est hallucinant. C'est-à-dire que la Silicon Valley Mais qui s'est moi, je acquise pense aux que c'est pire que démocrates. ça. Si j'écoute un peu Zuckerberg et surtout Andreessen, Mhm, c'est que je crois que c'est Andreessen qui l'a dit dans un podcast. Alors je mhm. sais plus exactement ce qu'il dit, mais il dit j'ai été reçu par l'administration Ouais. Biden et ils m'ont demandé d'avoir eux le contrôle sur les IA, tu vois. Et Mhm. et ça c'est un petit peu l'angoisse quoi, parce que Ouais, ouais. Et comme les réseaux sociaux, ils l'ont fait. Hein. Avant, tu te souviens, quand on a eu les Twitter Files, on a vu que le FBI faisait des requêtes tout le temps à Twitter pour leur demander des infos sur certains utilisateurs, etc., etc. Donc, il y avait une sorte de mainmise de l'État avant avec la tech. Et là, c'est assez sain que enfin l'État décide de foutre la paix en fait aux technologistes, quoi. Mais alors, un truc intéressant, tu vois, c'est que certes, les ricains, là, ils mettent l'artillerie lourde. Ils mettent des milliards derrière, ils vont lancer des grands plans d'énergie derrière et tout. Ça marche que si on se dit effectivement que l'IA aura besoin d'énormes ressources. Mais imaginons qu'on arrive à faire de l'IA via, je sais pas, un nouveau breakthrough, et on se rend compte que peut-être qu'il suffit de 1% de l'énergie nécessaire pour le faire, tu vois. Dans ce cas, cet investissement américain, il serait gâché. Ouais. Et un truc assez intéressant quand même, c'est que les Chinois ont sorti, alors quand je dis les Chinois, une boîte chinoise, un peu bizarre, elle sort de nulle part, on la connaît pas. C'est une petite équipe en plus, et apparemment ils ont entraîné ça avec 5 millions seulement de dollars. Ils ont sorti une IA qui éclate tout ce qui se fait. Ça éclate Llama, ça éclate OpenAI, ça éclate tout sur les benchmarks. Et elle s'appelle DeepSeek R1. Elle est dispo now, tout de suite vous pouvez l'essayer, c'est hallucinant. Quand vous lui posez une question, elle réfléchit comme Au 1. exactement comme O1, sauf que son processus de réflexion est hyper intéressant à regarder. Franchement, c'est fascinant, je vous conseille de l'essayer. Tout le processus de réflexion avant sa réponse est dingue. Ça vaut vraiment le coup de l'essayer. Et vous allez voir, le niveau d'intelligence de cette IA, c'est dingue. Et alors, elle est beau être chinoise, elle est open source, ce qui est assez intéressant. Cela dit, elle a quand même quelques safeguards en place, donc par exemple, elle ne peut pas critiquer quoi que ce soit du gouvernement chinois, elle ne peut pas parler du massacre de Tiananmen. Et ça, Euh, tu le vois dans le code source directement? Tu peux le voir, ces safeguards directement? non, mais si tu lui demandes, clairement, elle bloque. Sur Oui. ces sujets-là, elle peut pas. Oui, Mais oui. j'imagine que oui, il doit y avoir moyen. J'imagine que tout le monde est en train de chercher comment la débloquer en ce moment. Vu qu'elle est open source, il devrait y avoir moyen d'intervenir dans les neural networks et de lui enlever ce genre de censure. Mais en tout cas, c'est fascinant. Donc, enfin, si on les prend pour ce qu'ils disent, enfin, si on croit ce qu'ils nous racontent, pour 5 millions, ils ont réussi à faire mieux qu'OpenAI, Meta, etc., malgré leurs milliards. Donc, il y a des ordres de grandeur de fou, tu vois, c'est assez intéressant. Et à se demander, du coup, enfin, si c'est vraiment le cas, ça veut dire que peut-être que des petits joueurs pourraient damer le pion à des géants comme les Américains. Et peut-être que des petites boîtes pourraient d'un coup, poum, tomber sur les GI ou bouffer les géants, c'est assez possible. Et peut-être que l'Europe revient comme ça dans la compète. Voilà, Parce qu'on c'est trouve une l'astuce. possibilité. C'est une possibilité si on est malin, etc., etc. Mais après, ça veut pas dire que... C'est ça le truc, c'est que je pense que une boîte qui saurait faire ça en France, est-ce qu'on saurait la scaler assez vite pour bouffer le monde entier? Est-ce qu'on saurait la marketer? Est-ce qu'elle serait financée correctement par des fonds et des capitaux européens? C'est ça la question, c'est que les Américains derrière, ils savent, la minute où ils repèrent un truc, ils savent envoyer toute la sauce derrière. Nous, en Europe, on est quand même beaucoup moins rapide et on est beaucoup moins fort pour déployer à grosse échelle. Non, et Donc, puis en Europe, on a Thierry fucking Breton. plus maintenant. Qui plus fait son maintenant. retour. Oui, qui mais fait son non, retour. mais il a son fantôme, il fait son comeback. Alors j'ai pas compris, qu'est-ce qu'il va foutre à la Bank of America en fait? Je ne sais pas non plus, à savoir. Mais, Mais il effectivement, semblerait qu'il ait pris un poste là-bas, donc il nous casse les pieds, l'Europe first. Oui, et mais puis il se barre attendez, là-bas. on a Bon, bref, dit que pas de Thierry Breton. Ursula, justement, elle est en train de mettre en place le truc de l'Europe ensemble. Oui. Tim, elle a viré avant- Thierry Breton. Elle a viré Thierry Breton, et avant que le podcast ne commence, tu disais que justement, ils veulent mettre en place ce système de bac à sable et compagnie de Oui, mais le problème, attends, juste, régulation free et tout. Oui, Martin. désolé, mais Je t'en prie. Thierry Breton, il est pire
maintenant. Martin, Thierry Breton, il t'a volé ton goûter quand t'étais petit ou quoi? Non, mais Thierry Breton, il a volé le goûter de tous les Français, frère. Il a volé le goûter de tout le monde. Donc tu veux, c'est insupportable. Et là, il la joue fine en faisant des fois des enculés. Il m'a tellement énervé là sur France 2 et tout. Ils m'ont tellement fatigué là chez Salamé à dire n'importe quoi. Et du coup, il l'érige en l'autre, la fausse humoriste qui dit ah oui c'est Che Guevara. Mais enculé. Et en vrai, c'est pire parce que le problème c'est que les gens ils regardent ces émissions, tu vois. Et en fait, ils subissent une sorte de propagande débilitante, en fait, si tu veux, en faisant croire que qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, mais en faisant croire que Elon Musk c'est un bon à rien et que c'est juste parce qu'il a des bons ingénieurs que il fait ses business et des mines de diamants et son grand-père était un nazi notoire, enfin, tu vois, et Thierry Breton il reprend un petit peu d'ampleur, on l'invite partout, c'est Che Guevara, la régulation va sauver la France du technofascisme américain. Et en vrai, c'est très grave, si tu veux. C'est très très grave. Donc moi, et en fait, et aussi un truc, c'est que juste fini, c'est que la France et je pense aussi l'Europe, elle est contrôlée beaucoup plus par le peuple, par le pouvoir de l'opinion publique. Si tu regardes ce que font les gouvernements, ils réagissent beaucoup à l'opinion publique. Et si cette opinion publique, elle est technophobe, sceptique vis-à-vis de tout ça, eh ben, on va encore plus se retrouver avec des gens dont la seule vocation c'est de faire de la régulation et de la politique de merde, et on va continuer de s'enfoncer là-dedans, tu vois. Donc Thierry Breton, oui, il vole le goûter de tous les Français, frère, et de tous les Européens, et c'est très très relou. Alors, je suis d'accord avec toi que le discours dominant dans les médias, c'est effectivement c'est la technophobie, les Américains nous volent notre goûter, etc., et il faut absolument les empêcher. Mais je pense que le peuple est pas complètement débile non plus, tu vois. Les gens, c'est pas parce qu'ils voient un truc à la télé que forcément ils le gobent. Et je pense qu'on l'a vu aux États-Unis, tous les médias étaient dans la poche de Biden, et pourtant ils ont perdu les élections. Donc aujourd'hui, tu vois, Trump, il a fait quoi? Trump, il est passé dans des podcasts, Trump, il est passé voir des youtubeurs, il a fait tout l'inverse. J'allais y venir. Mais oui, mais les podcasts en France, Tim, il y a que nous qui en charge positive, 450 abonnés, 390, on n'a pas encore passé les 400. Même sans parler de nous, si tu veux, c'est pas... Parce qu'on a 5-10 ans de retard sur ce qui se passe aux US. Attends, c'est le moment quand même qui nous permet de faire un petit big up aux collègues aussi qui œuvrent dans ce genre de cause. Avec le Cobra FX sur Twitter qui fait ses cercles qui sont très très chouettes, les Silicon Carnet qui font aussi leur podcast sur toute la Silicon Valley, etc. Et il y a plein d'autres petits podcasteurs qu'on ne connaît pas, mais nous on aime bien ceux-là en tout cas, voilà. Et donc c'était une occasion toute trouvée de leur adresser notre salut. Ouais, totalement. Leur contribution est indispensable, je pense. Mais le problème, c'est que voilà, les gens, ils regardent pas les podcasts encore. Enfin, quand je dis les gens, je parle de la majorité des gens, Tim. Tu vois, c'est pas aussi répandu. Sur une élection aujourd'hui, se joue pas. Ouais, mais moi, il y a eu un super podcast de Stéphanie avec Macron. Il y a des choses, tu veux, mais. Après, moi, c'est anecdotique ce que je veux dire. Donc, j'ai pas les chiffres en tête sur. T'as peut-être raison, mais. Tous mes amis mettent des podcasts, et par exemple, même mon père mate des podcasts, et pourtant il a 70 ans bientôt. Donc, je pense que c'est pas la même ampleur. C'est-à-dire que Joe Rogan, il est financé par je sais plus comment ça s'appelle, les sortes de pools de money de Trump. C'est institutionnalisé, ils font énormément de views, l'élection se joue là-dessus, etc. Nous, on est très loin de tout ça. Donc la seule parole encore qui diffuse en masse, c'est Léa Salamé sur France 2 avec un parterre, je sais que vous aimez pas que je dise ça, je trouve un autre nom, mais de gens d'une incompétence incroyable. Et surtout, qui ont tous le même avis, il n'y a aucun pluralisme. Enfin, c'est infernal, tu vois. Un peu comme la charge positive, non?
Oui, mais on n'a pas cette responsabilité-là, nous, tu vois. Donc oui, peut-être qu'un jour on nous reprochera notre manque de pluralisme et voilà. Mais je sais pas. C'est moi, ça Non, me. oui. Je pensais qu'on avec le rapport Draghi, etc. Tout ce qui se passait à l'Union européenne, ça allait un petit peu changer. Et en fait. L'autre zouave, il est fort. Hein. Il faut reconnaître qu'il est fort, Breton. Attends, Martin, il y a aussi des trucs Les qui sont mecs plus qui sur se Twitch, gavent qui de sont plus sur... quotidien, de toutes ces émissions de merde. Mais ils sont aussi beaucoup sur Twitch, où il y a de plus en plus Mais de non, politiques qui mais sont oui, sur... mais sur Twitch, ils vont quoi? Ils vont mater les streams de Amine et tout. Mais pas les que, pas Squeezie, que. bah, arrête. Pas frère. que. Enfin, nous aussi, on est en train d'évoluer. C'est un truc générationnel. Les usages évoluent. Et donc, le podcast, effectivement, il faudra regarder. Il y a des stats, probablement. Pourcentage de gens qui regardent la télé, pourcentage de gens qui écoutent des podcasts. Et effectivement, peut-être que c'est minime pour l'instant, mais les courbes, je pense que sont en faveur du podcast et la télé, elle, se pète la gueule de plus en plus. C'est Je pense sûr, que mais comme c'est des dit Tim, tendances qui... il y a 10 ans de retard. Et donc, Ah oui. pour l'instant, tu vois, c'est... Oui, je dirais que le landscape médiatique aujourd'hui en Europe, il ressemble à ce qu'il y avait aux US en 2012, quoi. C'est-à-dire on est au tout début, je trouve, de la numérisation de tout ça. Alors c'est vrai que oui, on a Macron qui va aller voir McFly et Carlito, mais on est très loin encore de ce qu'il faudrait en termes de débat public. Je trouve qu'aujourd'hui, le débat américain, il se passe principalement sur des podcasts, sur Internet. C'est là que se fait la politique de demain, ce qui est pas du tout le cas encore en Europe, quoi. La politique en Europe, elle se fait sur les plateaux de télé, effectivement, avec des intellectuels qui débattent et qui tournent en rond sur des sujets qui, pour moi, ne sont pas les sujets principaux aujourd'hui. C'est marrant, c'est Paul Graham qui dit ça récemment dans un de ses exposés, qui disait qu'à l'époque, l'information circulait par Times, par des journaux qui se faisaient acheter de la régie publicitaire survivaient par la régie publicitaire. Et comme la régie publicitaire voulait target le plus grand nombre de gens, le Times se devait d'avoir une ligne politique neutre, qui en a autant de gauche que de droite et de centre pour essayer de toucher le plus de monde pour que finalement les gens qui font de la pub soient satisfaits. Et à mesure qu'Internet a grandi et que du coup maintenant les annonceurs vont directement dans les niches, ils vont target dans les trucs et tout, et bien tous ces journaux, toutes ces choses-là ont pu se polariser beaucoup plus et aller target eux-mêmes des niches bien spécifiques. Et pourquoi je dis ça, nom de Dieu? C'est parce que les usages évoluent. Les usages évoluent. Non, mais c'est ça que je voulais dire, c'est que aujourd'hui, comme tu dis, Tim, les débats se passent sur des podcasts en particulier et tout, parce que on a bien compris que aujourd'hui, on peut les target certaines audience bien spécifique et du coup on n'a plus besoin de faire des plateaux télévisés où on va se taper dessus, on va s'affronter en mode joute sur un plateau télévisé. Ouais, ce que tu dis, t'as raison. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu sais très bien que dans Libération, tu verras jamais un avis de droite, et tu sais très bien que dans Figaro, tu verras jamais un avis de gauche. Oui. Donc il n'y a plus de friction, il n'y a plus du tout de débat, en fait, dans ces médias-là. Donc ces médias sont devenus assez stériles pour moi. Tu les lis, tu sais d'avance ce qu'ils vont dire, tu sais d'avance ce qu'ils vont penser. Alors que ce qui est assez important quand même, pour moi, la démocratie fonctionne de la friction des opinions. Oui. Et cette friction, justement, permet de ralentir un peu les ardeurs, permet de te faire l'art du compromis, etc. etc. Et je trouve que les débats, malheureusement, à la télé, aujourd'hui, manquent justement de pluralité. C'est ce qu'il faudrait aujourd'hui. Et notamment, je pense que ici, on représente une certaine pensée avec des valeurs de libérales, on va dire. Et ça, c'est une voix qui manque complètement dans le paysage médiatique. Il y a littéralement personne à la télé aujourd'hui qui est libéral. Si, il y a Eppelbrun qui a beaucoup passé là récemment, les 2 dernières semaines. Ça reste... Oui, mais ça reste ultra minoritaire. Je veux dire, par rapport à la majorité des voix qu'on voit aujourd'hui, effectivement, la plupart des voix qu'on entend à la télé sont plutôt étatistes, sont plutôt pour les régulations, pour le contrôle. Plus de taxes. Voilà, plus de taxes. Taxes. Et c'est vrai qu'on a du mal à... Pas assez de taxes. On est encore loin de l'esprit qui vient de gagner justement l'Amérique, à savoir la réduction de l'État, l'efficacité de l'État, et puis faire confiance aux humains pour s'organiser entre eux automatiquement. Et c'est quelque chose, c'est un vrai combat culturel à mener, je pense, quoi. Il va falloir occuper un peu plus l'espace médiatique au fur et à mesure, ce qu'on fait déjà avec ce petit podcast à notre échelle, mais à voir dans plusieurs années où ça va grossir, et puis j'espère qu'on va pouvoir un jour apporter nos voix sur les plateaux, ce serait intéressant.
ce serait inintéressant au possible. Non, qu'on devienne nous-mêmes le plateau, ça serait ça qui serait intéressant. Ouais. Ce serait Encore mieux. En tout cas, dans tout ce qui est, ce que vous dites sur la pluralité et sur c'est de la pluralité et de la friction qu'on ait les idées et qu'elles évoluent. Je m'y retrouve pas mal ces derniers temps parce que depuis que je fais ce podcast, je parle beaucoup avec mon petit frère au téléphone qui nous écoute. Lucien, je te passe le bonjour. On n'a pas nécessairement les mêmes idées, lui et moi. Mais comme c'est mon petit frère, on se fera jamais la gueule de quoi que ce soit. Donc on peut parler, on peut aller au bout des choses, on peut parler avec calme déjà sans se foutre sur la gueule. Et un de nos grands alliés de discussion aujourd'hui, ce qui est génial, c'est que c'est ChatGPT en fait. Dès qu'on a un petit doute tous les deux, dès qu'il me présente une stat que je trouve un peu douteuse ou que moi je lui annonce un truc que lui trouve un peu douteux, etc., on va voir notre poteau le ChatGPT. Ouais, l'arbitre. Et en fait, moi ça me permet de faire vachement grandir mon dialogue. En fait, je me rends compte que là, j'ai mes idées avec quelques faiblesses là-dessus. Lui, il a un peu raison de son côté, donc j'essaie de merger un petit peu ce qu'il me dit. Et en fait, je fais vachement évoluer ma réflexion comme ça. Et trop cool qu'il y ait ChatGPT justement aujourd'hui pour démêler un peu le vrai du faux et t'aider à avancer dans ta discussion avec ton frangin. Voilà, une petite parenthèse agréable. J'ai un usage assez similaire. Avant de tweeter en général, je demande à l'IA les possibles réactions, les choses qu'on peut me rétorquer en avance. Et du coup, ça me permet un peu de simuler un petit peu la ruche que sont les réseaux sociaux. Du coup, avant de m'en prendre plein la gueule, généralement, j'ai déjà pré-simulé ça en avance et j'essaie même d'intégrer déjà des défenses en avance dans mes tweets pour être sûr que oui, ça, ok, on va me le dire, du coup, je prépare le truc, quoi. Donc, c'est assez rare maintenant que je tweete directement. Souvent, ça passe par un pré-filtrage via l'IA qui me permet un peu de me dire, ok, cet angle-là, il est déjà prévu. Voilà pourquoi tu es devenu liste, Tim, et que je te lis plus depuis des années. Moi, je vous trouve... Je m'en sers pas pour me censurer, hein. Je m'en sers pour mieux préparer, mieux solidifier ma position, si tu veux. Et attends, il y a Martin qui va nous désolidifier. Il est pas content par notre nouvel usage de l'artificial intelligence. Non, mais je voulais réagir à ce que vous dites à propos de ChatGPT là que vous utilisez. Moi, je m'en sers un peu moins là en ce moment parce que ce que tu dis, Ben, c'est-à-dire aller vérifier la stat que te donne ton frère ou lui le faire pour toi. ChatGPT, quand il va chercher ses sources, il va généralement chercher ses sources dans des médias de merde qui sont mal sourcés et en fait du coup il faut revérifier la source qu'il te donne, etc. Et je trouve que c'est un peu de la merde et en fait je me demande est-ce que ça fait pas l'effet inverse que tu veux, c'est-à-dire que lui ça va l'amplifier dans sa connerie parce que elle va peut-être être validée parce que c'est aussi relayé ailleurs, tu vois, enfin et c'est pour ça que maintenant moi j'utilise Notebook LM. Ouais. Parce que le gros avantage de Notebook LM, c'est que je vais moi-même, j'ai un sujet précis, par exemple, je sais pas, la décarbonation ou l'optimisation de l'aviation, etc. Ben, je vais prendre des vidéos YouTube, je vais les ajouter dans mon Notebook LM, je vais prendre une étude que j'ai trouvée, qui fait 80 pages que jamais je suis incapable de lire. Je vais prendre des articles, etc. Donc je vais faire ma sélection en validant moi-même la qualité de la source. Et ensuite, je vais lui dire, bah fais-moi un guide d'études qui répond à telle question, tu vois. Là, par exemple, je l'ai fait pour l'aviation. Je peux lui demander des trucs hyper précis et notamment un truc intéressant qui pourrait être fait, notamment avec les IA dans l'aviation, c'est l'automatisation du contrôle aérien, non pas pour atterrir et décoller, mais pour donner des trajectoires calculées par des IA en fonction d'énormément de paramètres aux avions, qui sont pas forcément les trajectoires classiques, afin d'optimiser et d'éviter, vous savez, toutes ces traînées qu'on voit de condensation qui posent certains problèmes écologiques, tu vois. Et ça, typiquement, tu vois, Notebook, il le fait hyper bien. Et en plus, il va te dire, cette information que je te donne, il va te mettre un lien vers l'endroit dans ta source, etc. Et ça, c'est, si tu veux, comparé à ChatGPT, ce qui fait, l'usage que tu en as, c'est infiniment plus pertinent, tu vois. Alors, tout
tout à fait. Je sais pas si j'étais très clair là, d'ailleurs. Si, enfin, c'est un nouveau truc une nouvelle IA, un nouveau tool que tu utilises, qui est peut-être un petit peu moins biaisé que ChatGPT parfois et qui te fournit des études un peu plus. En fait, c'est pas l'IA qui est biaisée, c'est la manière dont tu utilises les sources d'informations, Ouais. tu vois. Et Notebook est très pratique pour ça. Eh bien, je donnerai sa chance à cet outil. En tout cas, c'est un peu la même chose au final. C'est juste utiliser une tierce intelligence qui a peut-être plus de savoir pour t'aider à avancer dans ton raisonnement avec la personne avec qui tu es en train de parler. Au lieu de rester sur une impasse et te prendre la gueule avec la personne avec qui tu parles, t'as des petites insights en plus. Et c'est pas Bah, toujours si tu veux, dans le sens de mon petit frère. Ouais, non, mais si tu veux, oui, non, mais j'imagine que, mais tu veux comparer un peu ChatGPT, c'est un peu ton assistant bullshit HEC, versus Notebook LM, c'est ton assistant chercheur, mais pas chercheur au CNRS, hein. Ok, Les ok. vrais chercheurs, tu vois, Je vais tester qui ça. bossent dans des vraies universités avec une vraie méthode, tu vois. Je suis assez d'accord. Il faut se méfier de ChatGPT dans le fait que, par défaut, ChatGPT essaie d'être assez consensuel, donc il aura du mal à dire lui a complètement tort Ouais. et lui a raison, tu vois. Souvent, il va essayer de trouver un middle ground assez mou pour dire oui, les deux opinions sont à moitié valables et tout. Du coup, c'est C'est pas fort. peut-être grâce à sa consensualité Ouais, ouais. qu'on continue de pas se prendre la tête avec mon frère et qu'on continue de s'aimer d'un amour fou. C'est peut-être ça. Mais des fois, il faut peut-être lui demander, il faut dire, tu lui dis, d'un point de vue scientifique et le plus objectif possible, prends parti, qui est le plus proche de la vérité, des choses comme ça. Sinon, par défaut, il va tendance à avoir ce côté un peu consensuel, et du coup, qui aide pas vraiment à... Par exemple, tu prends quelqu'un qui te dit, il faut des renouvelables, quelqu'un qui dit, il faut du nucléaire, tu mets les deux côte à côte, ChatGPT va dire, bah, il faut un peu les deux. Mais en vrai, tu vois, si tu dis, attends, si on regarde l'exemple de la France et d'Allemagne, si tu regardes l'énergie 22 et le programme de Mesmer, comparé l'un à l'autre, si tu regardes les résultats, il y a peut-être une conclusion à en tirer, non, tu vois. Et là, si tu lui tires les verres du nez, tu peux l'amener là. Le problème, c'est que du coup, tu introduis ton propre biais aussi. Oui. Donc, c'est assez compliqué, et du coup, l'outil de Martin est bien, parce qu'effectivement, il va faire ses propres recherches, et il peut synthétiser tout ça. Ouais. Notebook. Et ouais, mais très bien, Martin. Et juste, pourquoi il est différent de ChatGPT? Parce qu'il a juste été Non, c'est aligné pas- différemment? Parce qu'il Non, n'est pas c'est le- consensuel? Parce que c'est quoi? Qu'est-ce qui le rend... C'est pas l'IA en soi qui est différente. L'IA qui est derrière Notebook, c'est les IA de Google. Elles ont aussi des biais, etc. La différence, c'est que tu as un contrôle sur les sources que tu implémentes dans l'outil. En gros, c'est assez simple. Tu drag and drop des vidéos, des audios, tu copie-colles des liens de vidéos YouTube, tu drops des PDF, etc. En fait, tu fais ton marché sur un sujet qui t'intéresse, tu remplis ton notebook avec ça, et ensuite, ton notebook, tu peux lui dire, je veux savoir, basé sur toutes les sources que je t'ai données, je veux répondre à telle question. Mais lui-même va te suggérer plein de questions possibles par rapport à ce que tu as uploadé, etc. Donc, c'est hyper puissant si tu veux creuser un sujet de manière pertinente, avec des sources que tu contrôles, que tu connais, qui te semblent être fiables, etc. Alors que là, tu délègues à ChatGPT un truc qui fait pas très bien, par fainéantise, parce qu'il est entraîné pour être feignant, c'est-à-dire que il va préférer aller lire un article de merde de El País que de se coller une étude de 80 pages qu'il aurait trouvé dans Nature, par exemple, tu vois. Il va pas faire ça. Il est pas fait pour ça. Et s'il faisait ça, en fait, ça coûterait trop cher. Donc, alors que Notebook est Ouais, tu plus choisis fait tes pour faire sources. ça, mais c'est toi qui fais l'effort de choisir tes sources, etc. Ouais. Donc c'est très pratique pour préparer le podcast, par exemple, ou même quand C'est pour ça que tu es beaucoup plus intelligent cette semaine que les précédentes. Non, Je non, trouvais non. que c'était étonnant, Martin. En Je fait, trouve- ce qui s'est passé, Ben, c'est que c'est toi qui es devenu beaucoup plus con. Et donc, du coup, t'as l'impression. Vous Mais me non, fatiguez. j'ai pas voulu. Est-ce que ce serait pas la conclusion de notre podcast, ça, Martin, toi qui aimes faire des conclusions de podcast? Est-ce que Non. c'est pas toi qui es plus intelligent, mais moi qui est beaucoup plus con? Est-ce que c'est pas génial ça? Ben, c'est tout le point. En plus, ça correspond bien au podcast, Je pense qu'il va de falloir, se tirer vers le bas un maximum. Parfait, ouais. Je pense qu'il va falloir uploader ça, demander ça à l'IA d'arbitrer le truc, tu vois. Ah Lui oui. dire, Qu'est-ce qu'elle va nous dire? Qui a raison entre Benjamin? Est-ce que c'est Benjamin qui est plus con ou est-ce que c'est Martin qui est plus intelligent? voilà, la réponse au prochain épisode.
Ok, vas-y, je lui poserai cette question. On lui enverra le transcript de cette émission à ton notebook, on va lui envoyer l'émission même, on va lui demander de répondre à cette question finale. Dis donc, d'ailleurs je lui pose la question maintenant, yeux dans les yeux. Dis donc notebook, qu'est-ce qui a raison entre Martin et moi? Ça va pas te répondre comme ça, Ben. Mais si, parce qu'elle va lire le transcript de cette émission quand tu vas lui donner, et elle saura déjà qu'il y a une question dedans. Bien sûr. Mais tu peux lui poser a posteriori. Bon là, on a déjà la réponse à la question, Martin. T'es largué. Ah bon, pardon. Santésia, t'es largué. Merci à tous d'avoir écouté tout ça. C'était Charge Positive. Encore une fois, sur iTunes, sur YouTube et sur Spotify. Abonnez-vous partout, vous pouvez vous abonner. Et sur Instagram maintenant, sur Instagram. Et sur Instagram aussi, avec des Reels qui arrivent dans tous les sens. Avec un big up à Julie qui nous aide beaucoup sur les réseaux sociaux. Exactement. Parce qu'on est nuls. Et un big up aussi à tous ceux qui commentent. D'ailleurs, mon père a pété un plomb. Il s'est fait retirer son commentaire plein de fois d'affilée par YouTube parce que YouTube le prenait pour un bot. Parce que mec, en même temps, avec son pseudo de dinosaure, mec, c'est sûr que. Mais c'est quoi, c'est Jean-Claude? Mais je sais pas, Jean-Claude avec des chiffres ou des trucs. Bah, là, oui, bon, c'est vrai que c'est illégal de faire ça. Mais il nous écoute chaque semaine et tu le traites de dinosaure. Oui, en plus, c'est vrai que il est hyper cool. Non, moi j'ai vu ses commentaires et c'est très mignon, très charmant. Oui. Merci beaucoup. Ouais. Merci Jean-Claude. Pourquoi il se faisait retirer? C'est parce que son commentaire disait il faut vous abonner à ces trois gars pour avoir votre charge positive et pour activer 10% de vos neurones. Et du coup, en fait, si tu mets tout ça bout à bout, ça peut trop paraître pour abonnez-vous à un truc pour avoir 10% de réduction. Ça peut paraître pour un spam, en fait. Et j'ai tenté de lui expliquer ça, il était pas content. Papa, je suis désolé, c'est pas nous qui faisons la modération, je te jure, c'est YouTube. D'ailleurs, cette modération ne serait pas arrivée aux États-Unis puisque tout ce qui est censure, c'est terminado. Enfin, pas sur YouTube, en effet. C'est toujours le cas, c'est vrai, t'as raison. Et oui. Bon, allez, ciao tout le monde, merci beaucoup. Allez, au revoir, allez, ciao.